Dis donc, princesse, que dirais-tu d'accorder une attention particulière à quelqu'un qui a connu le monde réel? Grommela Jack Morrison en tendant sa main tatouée vers le bras de Sarah tandis qu'elle essayait de nettoyer la table voisine. La cicatrice qui lui traversait le visage, de l'œil gauche au menton, palpitait au rythme de sa respiration haletante, conséquence de ces années passées dans la prison d'État dont il était sorti 3 semaines plus tôt. Le Murphy's dîner se trouvait au bord de la route 9, un de ces endroits oubliés où les néons bourdonnaient trop fort et le café toujours légèrement amer. Le sol en linoléum à carreaux avait connu des décennies meilleures, et les banquettes en vinyle rouge étaient recouvertes de rubans adhésifs en de nombreux endroits. C'était le genre d'établissement qui attirait ceux qui voulaient être tranquilles. Les routiers en train de manger sur le pouce, les travailleurs de nuit se détendant après de longues heures de travail, et parfois des hommes comme Jack qui portaient leur colère comme une arme. Sarah Williams, 29 ans, gardait les yeux rivés sur la table qu'elle nettoyait, ignorant complètement le commentaire. Elle travaillait au Murphy's dîner depuis 2 ans, suffisamment longtemps pour reconnaître immédiatement le type. Ses gestes étaient efficaces et maîtrisés. Essuyer le plan de travail, empiler les salières et poivrières, vérifier s'il y avait des miettes sous le distributeur de serviettes. Elle avait développé une routine qui occupait ses mains et concentrait son esprit sur toute autre chose que les clients qui voyaient son uniforme comme une invitation à affirmer leur domination. Le restaurant n'accueillait que 5 autres personnes ce soir-là. Un camionneur grisonnant nommé Pet sirotait sa 3e tasse de café dans le box d'angle, levant de temps en temps les yeux de son carnet de bord, les yeux fatigués par les kilomètres parcourus. 2 ouvriers du bâtiment, encore couverts de poussière après leur service, partageaient un panier de frites et se plaignaient de leur contremaître. Derrière la caisse, M. Murphy comptait les tickets de caisse avec ses doigts arthritiques, feignant de ne pas remarquer la tension qui montait près de la table 6. « Ne sois pas timide », insista Jack en lui saisissant le poignet avec force. Sa poigne était délibérée, conçue pour laisser des traces, une astuce qu'il avait apprise en sécurité maximale, où chaque interaction était une épreuve de domination. « J'ai fait des choses bien pires, des filles bien plus arrogantes que toi. » Sarah ressentit cette oppression familière dans sa poitrine, non pas due à la peur, mais à l'effort qu'elle avait dû fournir pour réprimer des instincts ancrés en elle au fil des années d'entraînement. Elle avait passé les 3 dernières années à apprendre à être normale, à réagir comme les femmes civiles étaient censées réagir, avec peur, avec soumission, en comprenant que des hommes comme Jack détenaient tout le pouvoir dans ce genre de situation. Le restaurant tout entier s'arrêta. Les conversations s'éteignirent au milieu d'une phrase, les fourchettes s'arrêtèrent à mi-chemin de la bouche, et même le vieux jukebox dans un coin sembla baisser le volume. Le regard de Pet s'aiguisa, sa main se dirigeant instinctivement vers le démonte-pneu qu'il gardait à côté de son siège. Les ouvriers échangèrent des regards, se demandant s'ils devaient s'impliquer ou faire semblant de ne pas voir. Tout le monde savait que Jack Morrison avait une réputation en ville. 3 semaines après sa sortie du pénitencier d'État de Millfield, après 12 ans de prison pour agression aggravée, il avait déjà fait comprendre qu'il n'avait pas été réformé par cette expérience. Sa présence portait en elle cette menace particulière propre à quelqu'un qui avait appris à survivre en cage avec d'autres prédateurs. Sarah tenta de se dégager, mais Jack la serra plus fort, ses doigts calleux s'enfonçant dans sa peau. « Tu sais quel est ton problème? Tu te crois meilleur que moi. Mais je parie que tu n'as jamais rien affronté de concret dans ta petite vie parfaite. » C'est alors que quelque chose changea sur le visage de Sarah. L'espace d'une fraction de seconde, son masque d'impuissance civile soigneusement entretenu s'effondra. Son regard révéla quelque chose que Jack ne parvint pas à identifier. Ce n'était ni de la peur, ni de la colère. C'était quelque chose de bien plus froid, de bien plus contrôlé. C'était le regard de quelqu'un qui calcule, évalue les menaces, détermine les réponses. « Lâche-moi », dit-elle doucement, d'une voix dont le ton sous-jacent fit hésiter Jack, sans comprendre pourquoi. « Ou quoi » rit-il, mais le rire était forcé, creux. Quelque chose dans son immobilité le troublait d'une manière qu'il ne pouvait nommer. « Tu vas appeler la police? Tu vas pleurer ?» Les autres clients étaient figés, observant une scène qui semblait de plus en plus dangereuse. La main de M. Murphy planait au-dessus du téléphone derrière la caisse, mais l'expérience lui avait appris qu'appeler à l'aide dans ces situations aggravait souvent les choses. Le commissariat le plus proche était à 20 minutes, trop loin pour avoir d'importance si les choses tournaient vite mal. Dans un mouvement né de pure malice et d'un orgueil blessé, Jack saisit le col de son chemisier de sa main libre et tira fort. Le tissu céda dans un bruit de déchirure sec qui résonna dans le restaurant silencieux, les boutons s'éparpillant sur le sol comme des dés. Il s'attendait à la voir s'effondrer, à la voir se démener pour se couvrir, tandis qu'il savourait le pouvoir de la voir réduite à la honte et à la vulnérabilité. « Voyons voir si tu te trouves toujours aussi spécial maintenant », gronda-t-il, la voix pleine de satisfaction. Mais ce que Jack vit fit disparaître son sourire instantanément. Gravé dans la peau de Sarah, juste sous sa clavicule, se trouvait un petit numéro,
47. Ce n'était pas un tatouage ordinaire. Il était gravé dans la peau comme une cicatrice, réalisé avec une précision chirurgicale. Les lignes étaient trop nettes, trop délibérées pour être amateur. Sous le numéro, une séquence de lettres glaça le sang de Jake, classifié niveau 5. Le silence qui suivit fut absolu. Jake laissa tomber le tissu déchiré comme s'il avait pris feu, sa main tremblant sous les implications qui s'abattaient sur lui. Il avait vu suffisamment de documentaires gouvernementaux en prison, entendu suffisamment d'histoires de détenus se réclamant d'opérations secrètes militaires pour reconnaître ce qu'il voyait. Sarah ne cria pas, ne pleura pas, n'essaya pas de se couvrir. Elle resta simplement là, regardant Jake droit dans les yeux avec un calme qui semblait aspirer la chaleur de la pièce. Ce n'était pas le sang-froid de quelqu'un qui essayait d'être courageux, mais le calme d'un prédateur réveillé et enfin pleinement réveillé. Alors que Jake reculait instinctivement, son instinct de survie prenant finalement le dessus sur sa fierté, Sarah ajusta calmement les morceaux de son chemisier déchiré. Le numéro 47 disparut à nouveau sous le tissu, mais la question resta en suspens comme un pistolet chargé. Que signifiait ce marquage, et pourquoi une simple serveuse détenait-elle des secrets qui semblaient appartenir à un monde bien plus sombre que le Murphy-esque dîner? Si vous appréciez cette histoire aux rebondissements inattendus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir quel genre de passé il faut pour transformer un agresseur en proie d'un seul regard. La confusion de Jake se transforma rapidement en rage. En prison, montrer sa faiblesse signifiait devenir une proie, et il n'allait pas laisser une serveuse de restaurant le ridiculiser devant témoins. Quel genre de blague de mauvais goût est-ce? Cracha-t-il en désignant l'endroit où la marque était visible. Tu crois qu'un faux tatouage du gouvernement va me faire peur? J'ai eu affaire à de vrais tueurs, ma puce. Mais même en parlant, sa voix était parcourue d'un tremblement qu'il ne parvenait pas à contrôler. La façon dont Sarah se tenait là, parfaitement immobile, la respiration maîtrisée, les yeux fixés sur lui, lui rappela quelque chose qu'il avait essayé d'oublier. En sécurité maximale, quelques détenus avaient eu cette même aura, ce que même les criminels les plus violents évitaient. Ceux qui ne parlaient jamais de ce qu'ils avaient fait avant la prison. Sarah sortit lentement sa veste de derrière le comptoir et l'enfila, recouvrant son chemisier déchiré. « Ton repas est offert par la maison, » dit-elle doucement. « Mais je pense que tu devrais partir maintenant. » Le visage de Jake se tordit d'humiliation. Quelques minutes plus tôt, il avait le contrôle, savourant la peur qu'il inspirait. Maintenant, cette femme le rejetait comme s'il n'était rien. « Tu n'as pas à me dire quoi faire, » grogna-t-il en frappant du poing le comptoir. Je suis enfermé depuis 12 ans à cause de gens comme toi, des gens qui se croient supérieurs, qui croient pouvoir me juger. Ce que Jake ignorait, c'est que Sarah l'avait observé de son entrée. Elle avait immédiatement reconnu les signes. Sa façon de scruter la pièce à la recherche d'issue, sa position dos au mur, son agressivité calculée pour asseoir sa domination. Ce n'étaient pas des comportements aléatoires, c'étaient des instincts de survie gravés en chacun par des années de violence institutionnelle. Sarah avait déjà tout vu, dans des endroits bien pires que n'importe quelle prison d'État. « Je ne te juge pas, » répondit Sarah d'une voix étrangement douce qui, d'une certaine manière, accentua la colère de Jake. « Mais tu fais une erreur. » « La seule erreur, c'est que tu as cru pouvoir te jouer de moi, » grogna Jake. Il se tourna vers les autres clients, cherchant désespérément à reprendre le contrôle. « Vous avez tous vu ça, n'est-ce pas? Une sorte de faux truc militaire qu'elle s'est fait graver dans la peau. Elle l'a probablement fait elle-même pour attirer l'attention. » Le routier assis dans le coin de la cabine remua, mal à l'aise. Il avait servi 2 fois en Afghanistan et quelque chose dans le comportement de la femme lui semblait familier. Professionnel, alerte, dangereux d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'agressivité, mais tout à voir avec la compétence. M. Murphy prit enfin la parole derrière la caisse. « Jake, tu devrais peut-être rentrer chez toi. Sarah est une brave personne. Elle n'embête personne. » « Des braves gens ?» Jake rit amèrement. « Tu sais ce que les braves gens m'ont fait? Ils ont témoigné contre moi. Ils m'ont renvoyé pour m'être protégé. Et maintenant, cette petite princesse croit pouvoir m'intimider avec un tour de passe-passe. » Sarah commença à essuyer le comptoir avec une précision mécanique, mais ses mouvements avaient changé. Chaque geste était sobre, déterminé. Elle ne nettoyait pas, elle se préparait. Pourquoi? Personne ne pouvait le dire. « Tu veux savoir ce qui est drôle? » Jake continua, la voix plus forte. « Je parie que tu ne t'es jamais vraiment battu. Personne n'a jamais essayé de te tuer. Jamais passé une nuit à te demander si tu te réveillerais avec un couteau dans le dos. » Pour la première fois depuis le début de la confrontation, Sarah le regarda droit dans les yeux. Lorsqu'elle parla, ses paroles étaient si basses que tout le monde dut tendre l'oreille. « Tu as raison sur un point, Jake.
Je me suis demandé si je me réveillerais, mais pas à cause d'un couteau dans le dos. Quelque chose dans sa voix glaça le sang de Jake. C'était la voix de quelqu'un qui avait affronté quelque chose de bien pire que la violence carcérale. Quelque chose qui faisait passer 12 ans derrière les barreaux pour une colonie de vacances. Jake sentit sa bravade craquer, mais sa fierté ne le lâchait pas. Il avait passé trop d'années à se forger une réputation de personne redoutable. Il ne pouvait pas laisser cela s'arrêter là, dans un restaurant de bord de route, à être discrètement congédié par une serveuse qui aurait dû trembler. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que Sarah avait déjà pris sa décision. La marque que Jake avait vue n'était pas seulement un chiffre, c'était un compte à rebours. Et pour la première fois en 3 ans de normalité soigneusement construite, quelqu'un l'avait poussée suffisamment loin pour qu'elle se souvienne exactement de la signification de ces chiffres. Jake pensait d'avoir affaire à une femme effrayée qui essayait de jouer les durs. Mais la vérité était bien plus dangereuse. Il se trouvait face à quelqu'un qui avait passé des années à apprendre à tuer sans laisser de preuves, et son agressivité n'avait fait qu'activer des instincts endormis depuis bien trop longtemps. Le lendemain matin, Sarah ne se présenta pas à son service habituel de 6 heures. M. Murphy tenta d'appeler son appartement, mais la ligne avait été coupée. À midi, Jake était de retour au restaurant, convaincu avec suffisance d'avoir enfin brisé quelqu'un qui se croyait plus fort que lui. Vous voyez ? C'est ce qui arrive quand on essaie de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, se vanta-t-il à qui voulait l'entendre. La petite mystérieuse a probablement plié bagage et filé à la ville voisine. Ce que Jake ignorait, c'est que Sarah avait passé la nuit à appeler des numéros qu'elle n'avait pas composés depuis 3 ans. Des numéros qui la connectaient à des personnes qui n'existaient pas officiellement. Le premier appel fut adressé à Marcus Chen, qui décrocha à la 2e sonnerie, malgré 3 heures du matin sur la côte ouest. « Sarah ?» Sa voix exprimait une inquiétude immédiate. « S'il te plaît, dis-moi que tu ne m'appelles pas pour ce que je pense. J'ai besoin d'un service, Marcus. Quelqu'un doit apprendre ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise personne. » Marcus avait travaillé avec Sarah pendant 4 ans dans le cadre d'un programme qui n'avait officiellement jamais existé. Il connaissait ce ton dans sa voix. Cela signifiait que quelqu'un l'avait poussé au-delà des limites soigneusement établies qu'elle avait fixées autour de sa nouvelle vie. De quoi as-tu besoin? Des informations. Tout ce que tu peux trouver sur Jake Morrison. Né en 1979, a purgé une peine à la prison d'État de Millfield. Récemment libéré. J'ai besoin de savoir à qui il a fait du mal, à qui il pourrait faire du mal à nouveau et ce qui lui fait le plus peur. Jeudi soir, Sarah avait ce qu'il lui fallait. Jake Morrison n'avait pas seulement été condamné pour agression aggravée, il avait battu sa petite amie si violemment qu'elle avait dû subir une chirurgie reconstructive. Les dossiers auxquels Marcus avait eu accès révélaient une tendance. Jake ciblait les femmes qu'il percevait comme faibles et n'avait jamais subi de véritables conséquences pour ses actes jusqu'à ce que la justice finisse par le rattraper. Mais ce n'était pas tout. Jake avait un frère, Danny, qui vivait à 2 États de là et ignorait tout de son passé violent. Danny Morrison était un professeur de lycée respecté, marié et père de jumelles. Jake racontait à tout le monde qu'il restait sobre, qu'il reprenait sa vie en main et qu'il comptait renouer avec sa famille. Sarah apprit aussi autre chose. Jake postulait à des emplois, montant à chaque fois sur son casier judiciaire. 3 entreprises locales l'avaient déjà embauché sur la base de fausses informations. Vendredi soir, Jake retourna au Murphy's dîner, s'attendant à le retrouver sans Sarah et à crier victoire. Au lieu de cela, il la trouva derrière le comptoir, toujours aussi calme, professionnelle, intouchable. « Je te manque ?» demanda-t-elle sans lever les yeux de la commande qu'elle prenait. La confiance de Jake vacilla un instant, puis revint. Il avait passé 2 jours à se convaincre que tout cet incident était le fruit de son imagination, que la marque qu'il avait vue n'était qu'un étrange tatouage et que sa réaction était due à la paranoïa accumulée pendant trop d'années. « Je croyais que tu avais retenu la leçon, » dit-il en se glissant sur un tabouret. « J'imagine que certaines personnes sont plus lentes que d'autres. »« Tu as raison, » acquiesça Sarah en posant une tasse de café devant lui. « Certaines personnes apprennent beaucoup plus lentement que d'autres. » Jake but une gorgée de café et se sentit immédiatement plus détendu. Enfin quelqu'un qui connaissait sa place. « Je prendrai comme d'habitude, » dit-il en s'installant. « Et peut-être qu'on pourra oublier notre petit malentendu de l'autre soir. »« Bien sûr, » sourit Sarah. C'était la première fois que Jake la voyait sourire, et quelque chose dans ce sourire lui serrait l'estomac. Ce n'était pas le sourire de quelqu'un qui s'était laissé intimider. C'était le sourire de quelqu'un qui attendait patiemment ce moment précis. Sarah disparut dans la cuisine et Jake l'entendit parler doucement à quelqu'un au téléphone. Il ne comprenait pas ses paroles, mais son ton était professionnel et professionnel. À son retour, elle portait une enveloppe en papier craft avec son repas.
J'ai pris la liberté de me renseigner, dit-elle en posant l'assiette et l'enveloppe devant lui. Je pense que vous trouverez cette lecture intéressante. Jack ouvrit l'enveloppe et trouva des copies d'articles de journaux, de dossiers judiciaires et de photographies. Son propre visage le fixait sur une photo d'arrestation, aux côtés des gros titres annonçant sa condamnation. Mais ce n'était pas ce qui le glaçait. Parmi ses propres dossiers se trouvaient des photos de la famille de Danny, l'adresse de son frère, l'école où travaillait Danny, même des photos des jumelles à leur match de foot le week-end dernier. « Comment avez-vous »« Comment ça, Jack ?» Mais Sarah le coupa. « La vraie question n'est pas comment j'ai eu cette information, dit-elle doucement. La question est de savoir ce que je compte en faire. Et si tu es assez intelligent pour comprendre que tu as choisi la mauvaise personne pour jouer. » Les mains de Jack tremblaient tandis qu'il feuilletait les papiers. C'était impossible. Comment une serveuse dans un restaurant de bord de route pouvait-elle avoir accès à ce genre d'informations? Comment savait-elle seulement qu'il avait de la famille? Pour la première fois depuis sa libération, Jack Morrison ressentit une véritable peur. Pas la montée d'adrénaline d'une bagarre en prison ni la violence calculée de la rue. C'était différent. La froide prise de conscience qu'il était tombé sur quelque chose qui le dépassait de loin, et que la personne assise en face de lui avait toutes les cartes en main. Sarah avait passé 3 ans à se construire une vie tranquille, mais Jack lui avait rappelé quelque chose d'important. Certaines personnes ne comprennent qu'une seule langue, et elle parlait couramment des langues qu'il n'imaginait même pas. Le visage de Jack passa de la confusion à la rage, puis à une expression proche de la terreur lorsqu'il comprit les implications de ce qu'il tenait entre ses mains. « C'est impossible. Tu ne peux pas. Comment as-tu pu obtenir des photos de ma famille ?» De la même façon que moi, dit calmement Sarah en glissant son téléphone sur le comptoir. L'écran affichait une conférence téléphonique active. Danny Morrison et le proviseur Martinez du lycée de Westfield étaient tous les deux en ligne. Le sang de Jack se glaça en entendant la voix de son frère dans le haut-parleur. « Je suis désolé, proviseur Martinez. Mais si ce que cette femme nous dit est vrai, je n'avais aucune idée du casier judiciaire de Jack. Il m'a dit qu'il avait travaillé dans le bâtiment dans un autre État. »« Monsieur Morrison, dit le proviseur, nous prenons la sécurité de nos élèves très au sérieux. Si votre frère a assisté à des événements scolaires sans vérification des antécédents. »« Attendez !» Jack se précipita vers le téléphone, mais Sarah raccrocha calmement. « Trop tard ?» dit-elle. « Danny sait maintenant exactement qui vous êtes. Tout comme son proviseur, sa femme et le comité de parents d'élèves de l'école de ses filles. C'est drôle comme la confiance s'évanouit vite quand on apprend la vérité. » Le monde de Jack commença à s'écrouler autour de lui. Danny était le seul membre de la famille à lui parler encore, la seule personne à croire qu'il pouvait changer. Sa relation avec son frère avait été la seule chose qui l'avait empêché de retomber dans la violence qu'il avait consumée avant la prison. « Tu as détruit ma famille », murmura-t-il, la colère s'évanouissant. « Non, Jack, tu as détruit ta famille dès l'instant où tu as choisi de leur mentir sur qui tu étais. » La voix de Sarah resta ferme, professionnelle. « Mais ce n'est pas fini. » Elle sortit une tablette et la tourna vers lui. L'écran affichait les candidatures de Jack du mois précédent. Henderson Auto Shop, Miller Construction et Peters Trucking Company. Chaque candidature contenait les mêmes mensonges sur son casier judiciaire vierge. « J'ai déjà envoyé des copies de ton casier judiciaire à tes 3 employeurs, poursuivit Sarah, ainsi que la preuve que tu as falsifié tes candidatures. C'est un délit, soit dit en passant. Dénonciation frauduleuse pour obtenir un emploi. » Jack regarda, impuissant. Son téléphone vibrait d'appels des entreprises qu'il avait embauchées. L'une après l'autre, elles le licenciaient et le menaçaient de poursuites judiciaires pour tromperie. « Pourquoi me faites-vous ça ?» La voix de Jack se brisa. « J'ai purgé ma peine. J'essayais de prendre un nouveau départ. »« Vraiment ?» demanda Sarah. « Parce que d'après ce que je vois, vous faisiez exactement ce que vous avez toujours fait. Blesser des gens et mentir. La seule différence, c'est que maintenant, vous blessez des femmes dans des restaurants plutôt que dans votre appartement. » Le téléphone de Sarah vibra, accompagné d'un SMS. Elle y jeta un coup d'œil et afficha ce même sourire troublant qui avait terrifié Jack quelques jours plus tôt. « Oh, il y a encore une chose. Il semblerait que votre agent de probation ait reçu un signalement anonyme concernant votre comportement récent. Apparemment, il y a des images de caméras de sécurité de ce restaurant vous montrant en train d'agresser une employée. C'est une violation des conditions de votre libération conditionnelle. » Le visage de Jack devint tout blanc. Retourner en prison signifiait retourner en sécurité maximale, retrouver la violence et la peur auxquelles il avait à peine survécu la première fois. Mais cette fois, tout le monde saurait qu'il avait été renvoyé pour avoir agressé une femme, la seule chose que même les criminels endurcis méprisaient.
S'il vous plaît, murmura-t-il. Je quitte la ville. Je disparais. Vous ne me reverrez plus jamais. Tu as raison, dit Sarah. Tu vas disparaître. Mais pas parce que je te laisse t'enfuir pour terroriser des femmes ailleurs. Elle se leva et contourna le comptoir jusqu'à se retrouver juste devant lui. Pour la première fois, Jake la voyait clairement, non pas comme une victime à intimider, mais telle qu'elle était réellement. Sa façon de bouger, sa respiration contrôlée, l'immobilité absolue qui précédait une action décisive. Ce n'était pas une serveuse qui avait eu de la chance grâce à une information. C'était une prédatrice qui jouait avec sa proie. La marque que tu as vue n'est pas un tatouage, Jake. C'est un rappel. Le numéro 47 était ma dernière affectation officielle avant de prendre ma retraite d'un emploi que tu ne pouvais même pas imaginer. Et tu viens de me donner une raison de me rappeler exactement ce pourquoi j'étais très doué. Jake réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement d'une peine de prison ou de la destruction de sa famille. Il voyait quelqu'un qui avait passé des années à être le cauchemar que les gens comme lui n'avaient jamais vu venir. Quelqu'un qui avait fait de la destruction de vie un art. Alors que les sirènes se faisaient plus fortes au loin, l'appel de Sarah à la police datait de plusieurs heures. J'ai compris que ces 3 semaines de liberté n'avaient été qu'une illusion. Il était destiné à la destruction dès l'instant où il avait décidé de cibler la mauvaise femme. La question qui le entrait à son retour en sécurité maximale n'était pas de savoir ce qu'était Sarah avant de devenir serveuse. C'était de savoir combien d'autres personnes discrètes et sans prétention se promenaient avec le talent nécessaire pour détruire quelqu'un complètement, attendant que la bonne personne leur donne une raison. 6 mois plus tard, Sarah travaillait toujours au Murphy's Diner, mais tout avait changé. La nouvelle de ce qui était arrivé à Jake Morrison s'était répandue comme une traînée de poudre dans la petite ville, même si la plupart des gens ignoraient l'ampleur de l'implication de Sarah. Ils savaient simplement que l'homme qui avait terrorisé les commerces locaux et menacé les femmes avait disparu dans le système carcéral où il avait sa place. Jake purgeait une peine supplémentaire de 8 ans pour violation de ses conditions de libération conditionnelle, fraude et agression. Son compagnon de cellule était un homme qui avait entendu parler de sa réputation d'agresseur de femmes. La justice carcérale avait sa propre façon de traiter les prédateurs. Le frère qu'il avait perdu, le respect qu'il avait tant désiré, le nouveau départ qu'il prétendait vouloir, tout cela avait disparu, détruit par ses propres choix et l'application méthodique des conséquences par Sarah. Mais la vie de Sarah avait pris une tournure inattendue. M. Murphy lui avait discrètement proposé un partenariat au restaurant après avoir découvert qu'elle possédait une expérience commerciale qu'il n'avait jamais soupçonnée. Les clients qui avaient assisté à la destruction de Jake commencèrent à la traiter avec un mélange de respect et de curiosité. Ils ne savaient pas exactement de quoi elle était capable, mais ils savaient que c'était bien plus que servir du café et prendre des commandes. Marcus Chen lui rendit visite un jour, traversant la ville en voiture pour ce qu'il prétendait être un voyage à travers le pays. Autour d'un café, il lui demanda si son ancienne vie lui manquait. Certains pensent que la justice est une question de punition, lui avait dit Sarah en regardant le lever du soleil par les fenêtres du restaurant. Mais la vraie justice consiste à s'assurer que les bonnes conséquences touchent les bonnes personnes au bon moment. Le camionneur qui avait assisté à la confrontation initiale était devenu un client régulier, toujours respectueux, toujours poli. Il avait vu suffisamment de combats pour reconnaître un camarade de combat, quel que soit l'uniforme qu'il portait ou les batailles qu'il avait livrées. Même le chef de la police locale, qui avait procédé à l'arrestation de Jake, avait pris l'habitude de passer prendre un café pendant les heures de service de Sarah. Il ne posa jamais de questions sur ses origines, mais sa présence envoyait un message clair à quiconque pourrait envisager de causer des ennuis. Cette femme avait des alliés, et ils étaient attentifs. Sarah avait appris quelque chose d'important au cours de cette expérience. Elle avait passé 3 ans à essayer de disparaître, de devenir invisible, de laisser son passé derrière elle. Mais certaines compétences n'étaient pas faites pour être enterrées. Elles étaient faites pour être utilisées à bon escient, pour protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger, pour s'assurer que les prédateurs comme Jake subissent les conséquences de leurs actes. Le restaurant devint un espace sûr, au-delà de l'évidence. Les femmes voyageant seules savaient qu'elles pouvaient s'y arrêter sans inquiétude. Les hommes qui, autrement, auraient pu causer des problèmes, se retrouvèrent inexplicablement à choisir d'autres établissements. La nouvelle se répandit discrètement sur les réseaux importants. Le Murphy's Diner était sous la protection de quelqu'un qui ne devait pas être testé. Sarah ne parla jamais de ce qu'elle avait été avant de devenir serveuse, et elle n'eut jamais à le faire. Sa confiance tranquille, sa façon de surmonter les épreuves sans drame ni violence, la précision méthodique avec laquelle elle avait démantelé l'existence de Jake, tout cela en disait plus long que n'importe quelle explication. Elle avait découvert que la meilleure vengeance ne consistait pas à infliger douleur ou humiliation.
Il s'agissait de s'assurer que les personnes dangereuses assument pleinement le poids de leurs actes, amplifiés par quelqu'un qui savait comment faire supporter les conséquences. Jake s'était détruit lui-même, Sarah avait simplement veillé à ce que la destruction soit totale et permanente. Le chiffre 47 restait caché sous ses vêtements, rappelant non pas la violence, mais la précision. La différence entre vengeance et justice. Pourquoi certaines personnes en apparence ordinaires sont en réalité extraordinaires, porteuses de compétences et d'expériences que la plupart des gens ne pouvaient imaginer. Jake pensait avoir affaire à une femme faible qui avait besoin d'être remise à sa place. Au lieu de cela, il avait rencontré quelqu'un qui savait remettre les personnes dangereuses exactement là où elles devraient être, impuissantes, isolées et confrontées aux conséquences de leur propre choix. La leçon n'était pas de sous-estimer les personnes réservées, même si cela en faisait partie. La véritable leçon a été de comprendre que la justice ne vient pas toujours du système. Elle vient parfois d'individus dotés des compétences, de la patience et de la lucidité morale nécessaires pour garantir que les bonnes conséquences touchent les bonnes personnes. Si cette histoire de justice intelligente vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres témoignages de personnes qui prouvent que les adversaires les plus dangereux sont souvent ceux qu'on ne voit pas venir, et que la justice la plus efficace est rendue non pas par la violence, mais avec précision, patience et la satisfaction tranquille de regarder les prédateurs s'autodétruire.